Software. Nous sommes un éditeur de solutions logicielles professionnelles pour faire des enquêtes et de l'écoute à base de questionnaires. Nous avons plus de 12 ans d'expérience, plus de 1000 clients sur ce domaine-là, et nous sommes une structure de 50 salariés. Pour présenter très brièvement nos offres et nos solutions, on commercialise une solution d'enquête pour que vous soyez autonome sur votre gestion d'enquête et de données, une solution d'enquête clé en main où on va gérer des projets pour vous, et puis une solution d'enquête automatisée pour ici justement s'interfacer avec vos outils qui peuvent eux-mêmes gérer de la big data par ailleurs, mais aussi rajouter une couche de données grâce aux données notamment d'enquête, d'où l'intérêt que nous avons pour le big data, pour le passer en smart data évidemment. Le sommaire du jour, bien, il va être très simple. On va commencer par donner quelques définitions. Ça fait toujours un petit peu professoral, je le sais, mais j'aime bien commencer par cela pour remettre un petit peu, je dirais, tout le monde sur les mêmes niveaux de compréhension. On va ensuite voir comment on passe donc, du big data au smart data. Ensuite, on verra quelle est l'utilité, quels sont les impacts concrets d'un point de vue marketing, puisqu'il y a des impacts dans tous les domaines, et on va le voir dans la partie quelle utilité, mais on verra un peu plus en détail quels sont les impacts concrets en marketing, quels sont les impacts dans l'écoute client et dans le monde des enquêtes en général, et puis on verra donc une partie sur l'éthique et sur le sens à donner à tout ça. Ce que je voulais commencer par dire, c'est qu'on entend souvent dire que le big data, c'est juste un concept marketing qui n'a rien de très concret, voire même, certains vont jusqu'à dire que c'est du flanc de marketeurs en mal de buzz. On va voir vraiment, durant ces 30 prochaines minutes, qu'il y a des explications et qu'il y a des choses très concrètes qui sont déjà en place grâce au big data. Et donc, on va suivre le plan et le sommaire que je vous ai indiqué. Première définition, le big data. J'ai repris une définition de Wikipédia, je ne l'ai pas inventée, elle ne sort pas de nulle part, c'est du Wikipédia. Donc le big data, je vous le lis pour qu'on ait les éléments ensemble. Littéralement, grosses données ou mégadonnées, parfois appelées aussi données massives, ça désigne l'ensemble des données qui deviennent tellement volumineuses qu'elles en deviennent difficiles à travailler avec des outils classiques de gestion de base de données et de gestion de l'information. Du coup, on va avoir besoin d'autres typologies d'outils, d'autres typologies de stockage aussi de l'information, et c'est pour cela qu'on appelle cela le big data. On va évidemment creuser un petit peu plus. La définition du smart data, là c'est une définition qui nous vient de définitionmarketing.com. La notion de smart data, qui peut être traduite comme données intelligentes, et je pense que c'est assez vrai, ou plutôt données pertinentes, est utilisée pour mettre en avant la nécessité de se concentrer sur les datas pertinentes dans la démarche de collecte et de traitement des données. On va évidemment, bien sûr, détailler tout ça. Je voulais d'abord repartir d'un point de vue historique sur la naissance et sur l'évolution du big data. Dans une première phase, en fait, il y a maintenant très longtemps, les données des entreprises étaient directement saisies par les salariés, directement de l'entreprise. C'était les fichiers de contact, c'était les factures, c'était les résumés des échanges, par exemple. On a eu une seconde phase qui a été mise en place et amorcée par l'avènement de l'informatisation généralisée, mais ainsi que les débuts du web, évidemment. Ça a permis en fait à des tiers, donc des gens à l'extérieur de votre propre entreprise, de collecter des informations qui pouvaient quand même concerner votre entreprise. Et là, ici, ça va être des emails, puisqu'aujourd'hui, nos emails peuvent être hébergés en dehors de notre entreprise, c'est-à-dire l'endroit où ils sont concrètement stockés. Avant, c'était tout sur les anciens Outlook, c'était tout sur notre poste de travail même. Maintenant, c'est généralement sur des serveurs qui sont ailleurs. Ça peut être l'achat de fichiers d'email, évidemment. Ça peut être les enquêtes. Nous sommes concernés par ce sujet-là. C'est les données du web et les échanges également sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est la première fois finalement où on a eu des données qui étaient collectées par des tiers, de confiance ou pas de confiance d'ailleurs en l'occurrence. Puis on a eu une troisième phase, qui est celle que nous vivons actuellement, où là on a des masses de données considérables qui sont générées en fait en permanence et de façon automatique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Et là, ça va être pouvoir, par exemple, à l'intérieur de l'entreprise, c'est votre standard téléphonique automatisé qui va pouvoir générer tout seul des statistiques. C'est votre système de paiement, c'est vos facturations en direct. Et à l'extérieur de l'entreprise, ça va être évidemment les logs sur un site web, par exemple, ou les historiques de visite sur un site web, les réseaux sociaux, les serveurs, les cartes de paiement, voire les objets connectés, ou voire le parc de véhicules connectés que vous pouvez peut-être avoir également. Donc tout cela pour vous résumer vraiment ces trois phases
et surtout que depuis la deuxième phase, on a des données qui sont collectées par des tiers, y compris sur notre entreprise, qui vient vraiment faire un gros changement dans beaucoup de choses de ce point de vue-là. Les big data, c'est quoi? Alors, le big data, c'est ce qu'on appelle les 4V. Alors, vous verrez que déjà certains sont passés sur les 5V, voire sur les 6V. Alors, on peut mettre autant de V que l'on veut, néanmoins, il y en a certains qui sont un petit peu plus importants que d'autres. On va voir le premier V. Le premier V, c'est vélocité. Ici, on parle de notion de temps réel, de streaming, de collecte en temps réel, quelle qu'elle soit, en fait, finalement. Donc, dans l'idée, tout ce qui va se passer sur Twitter, tout ce qui va pouvoir se passer sur YouTube, c'est des informations qui sont générées sans arrêt. Et ça ne s'arrête pas de tourner, il y a toujours de l'information qui tourne sur ce genre de médias, en fait, tout simplement. Ensuite, c'est le volume. Le deuxième V, ici, on parle de la masse de données. Par exemple, on parle de Tera, on parle de Péta, on parle d'Exa maintenant également. Donc plus ça va, plus ça gonfle, tout cet ensemble de données. Et ce volume est de plus en plus important, donc aussi de plus en plus difficile à gérer. Puisque derrière tout ça, évidemment, il faut que quelqu'un, à un moment donné, stocke cette information. Ensuite, on a la notion de variété. On parle là ici de la façon dont sont structurées les données. On a des données qui vont être de typologie complètement différente. Par exemple, un tweet ou un vu sur YouTube ou du contenu sur Facebook n'auront pas du tout la même structure en tant que telle que ce qui va être contenu dans votre CRM ou dans votre ERP, par exemple. On va revoir cette notion-là un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment là, ici, on parle de la structure des données dans le fait qu'elles sont stockées, construites et du coup aussi diffusées de différentes façons selon différents critères. On va les revoir ensemble. On a ensuite la véracité. La véracité, ici, on parle un petit peu de l'incertitude des données. Il y a une statistique qui indique qu'aujourd'hui, un décideur sur trois n'a pas confiance dans les données et les KPI qui doivent lui permettre de prendre des décisions. Donc ça, c'est un des gros points clés du big data et c'est un des points clés sur lesquels les marketeurs, évidemment, doivent travailler de façon conjointe, en l'occurrence avec les directions informatiques, mais c'est un des gros points clés du succès du big data pour l'avenir. Le cinquième V, c'est la valeur. C'est la valeur des données que l'on peut avoir et donc que l'on peut tirer de ces données-là. Donc, il est assez communément admis qu'on parle de 4V ou de 5V. Donc voilà, on a un petit peu les deux. Sur ce slide-là, je vous ai mis en avant 4V. Sur le slide suivant, on va voir que du coup, on va étudier chacun des 5V. Avant de partir sur ces V-là, je veux faire une différence aussi entre deux notions, ce qu'on appelle le big data, donc le sujet qui nous concerne aujourd'hui, et ce qu'on appelle la small data, c'est-à-dire c'est ce qu'on avait un petit peu en phase 1 ou en phase 2 de ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Sur les sources, c'est ça qui est important. Sur le big data, on est sur des sources généralement générées depuis l'extérieur. Ce sont les réseaux sociaux, ce sont les fichiers de log sur un site internet, ce sont les sondes que vous allez pouvoir avoir dans différents objets ou à différents endroits. Quand je parle de sondes, c'est par exemple tout ce que vous avez dans votre voiture aujourd'hui. Pour ceux qui ont acheté une voiture ces 5 dernières années à peu près, vous avez votre voiture, elle est bardée de sondes dans tous les sens qui vous permettent de savoir à peu près tout sur votre véhicule en temps réel. On a aussi évidemment les données issues des objets connectés, mais également tout ce qui sont les vidéos, les images, où là on a beaucoup de choses à voir là-dessus. En small data, on est plutôt sur des données traditionnelles, c'est les données issues de l'ERP ou de votre CRM, c'est les données issues des commandes en ligne, c'est également issu des données financières. Pour Marie-Rebecca, oui, je vous enverrai à tous le document directement. On ne le met pas en téléchargement, mais on l'envoie à tous ceux qui viennent participer directement au webinaire. Donc il n'y a pas de souci, c'est pas la peine de le noter. Au niveau des volumes, en big data, on parle de Tera, on parle de Péta, on parle d'Exa ou on parle de Zeta en général, alors que sur du small data, on parle plutôt de giga, voire de Tera également. Au niveau de tout ce qui est vitesse ou vélocité, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le big data, on est sur du temps réel, alors que sur le small data, on est sur soit du quasi-temps réel, ou ce qu'on appelle du batch. Ou alors on est sur de l'asynchrone aussi, complètement, puisqu'on peut avoir des fois des données qui ne sont pas du tout synchronisées avec le reste. Au niveau de la variété, en big data, on est sur des données structurées ou non structurées, donc c'est vraiment des formats de données, ou à structure multiple. Et c'est souvent ce qui est bien souvent le plus difficile de gérer derrière, et c'est aussi ce qui peut coûter le plus cher. Sur les small data, on est sur des données généralement structurées,
voire quelques-unes non structurées selon comment on remonte ces informations. Au niveau de la véracité, donc au niveau de la confiance finalement que l'on accorde dans la donnée, le niveau de confiance en big data aujourd'hui, à date, je tiens à préciser, j'espère que l'année prochaine ça sera plus le cas, mais aujourd'hui en 2017, on est sur un niveau de confiance moindre chez les décideurs, c'est-à-dire que les gens qui prennent des décisions aujourd'hui ont un degré de confiance un petit peu moindre avec ce qui se passe dans le big data, mais on le voit, les modèles sont encore en train de se mettre en place, bien entendu, donc ce niveau de confiance, il va nécessairement augmenter. Donc je tiens à le redire, c'est une information de 2017 qui sera sûrement plus vraie dès l'année prochaine. Sur le small data, c'est des données dans lesquelles généralement on a confiance, parce qu'on se base dessus depuis 2, 3, 4, 5, 10 ans parfois pour certains, donc du coup on a acquis une confiance sur ces données-là. Le big data, ce que ça permet en termes de valeur, c'est d'aller sur de la complexité, c'est d'aller sur des jeux de données et des modèles de données très avancés, et c'est surtout d'aller sur ce qu'on appelle du prédictif. Et on va voir dans les exemples vraiment ce à quoi ça sert. Pour le small data, c'est plutôt de l'analyse, c'est plutôt du reporting, et ça permet de la prise de décision assez facile généralement. On va voir maintenant ce qu'est le smart data. Je vous ai fait un petit schéma. On a d'un côté le volume de données, de l'autre côté le temps qui passe. Et ce que l'on peut s'apercevoir, c'est qu'on a deux axes. On a en bas le small data et un peu plus haut le big data. On a sur la première ligne votre capacité d'analyse de données. On a sur la deuxième courbe, ce coup-ci, l'évolution du nombre de données disponibles. Évidemment, ce que ce schéma montre, c'est bien entendu l'écart d'analyse que vous pouvez avoir entre votre propre capacité avec l'évolution qu'il y a du nombre de données. Et finalement, ce que l'on va s'apercevoir, bien entendu, c'est que plus on a de données, plus il va être difficile de les traiter. Et donc, il va pas, le big data en lui-même, c'est juste finalement la collecte. Le smart data, ça va être de rendre utile, pertinent et intelligent ces données-là. Donc ce schéma, il sert vraiment à montrer que finalement on est dans une course discontinue sur le nombre de données que l'on va collecter, alors que notre capacité d'analyse, elle ne va pas tant que ça augmenter. Donc pour cela, évidemment, on va devoir se doter d'outils, de méthodes, de méthodologies et de nouveaux métiers, bien entendu également. Donc, comment passer au smart data? Donc, si le big data correspond finalement à la période de collecte, le smart data, lui, va être l'étape où l'on va travailler cette masse de données pour la transformer afin que l'entreprise puisse faire ressortir uniquement les données pertinentes et exploitables. C'est une étape très importante, évidemment, car d'une part, la masse de données augmente tous les jours et en continu. D'autre part, une grande partie de ces données n'est pas encore facilement exploitable parce que structurée différemment. Et enfin, et surtout, une grosse partie de ces données n'est finalement pas utile pour votre entreprise, puisqu'il va falloir mettre tout cela en adéquation avec une stratégie. On va rester sur du schéma, j'aime bien les schémas sur ce genre de sujet-là. Le schéma nous montre ici le trajet à faire et à parcourir pour passer du big data au smart data. Grâce à des outils, notamment, du temps, ainsi que de nouveaux métiers, comme le data scientist par exemple, la masse de ces données sera transformée en informations qui elles-mêmes permettront de prendre des actions. Donc il ne faut jamais oublier que voilà, dans le big data, on va piocher des choses qui vont nous permettre d'en faire découler des informations et que ces informations-là, qui vont être des indicateurs, qui vont être des KPI, vont servir à prendre des actions, des décisions. Finalement, on retrouve des schémas très équivalents avec ce qui se faisait avant, sauf qu'on est sur une masse bien plus importante qu'avant. Donc la transformation en smart data va se faire grâce à des outils d'analyse et à ce qu'on appelle de la data visualisation. On va revenir sur ce point tout à l'heure. Les étapes pour passer au smart data. Certains l'ont déjà théorisé, j'ai trouvé cette théorie plutôt intéressante qui est ce qu'on appelle les 5 S pour passer au smart data. Premier S, c'est de définir sa stratégie. Il faut toujours commencer par ses besoins et les besoins des équipes opérationnelles. On ne le dira jamais assez, hein, mais à une époque où l'on ne prend plus le temps de rien faire sur les projets, et on a des projets qui se lancent sans réelle réflexion en amont, ici, il faut vraiment prendre le temps de bien définir sa stratégie et les enjeux concernant des usages concrets. Puisqu'on est sur ces notions-là de big data, sur des notions en effet qui peuvent être abstraites au début, et il faut ici se doter de méthodes et d'une stratégie qui va les rendre concrets. Ensuite, une fois qu'on aura défini sa stratégie, c'est le point qui va vous prendre le plus de temps, hein, généralement.
ici, parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord dans une entreprise. Donc dans une grosse structure, ça peut prendre un petit peu de temps. Ensuite, le deuxième S, c'est de sourcer l'information. C'est-à-dire qu'on va identifier les sources de données utiles en interne comme en externe. Par exemple, si dans votre stratégie, il n'y a pas d'enjeu concernant l'écoute d'un réseau social en particulier. En gros, dans votre stratégie, finalement, écouter ce qui se dit sur Facebook, ça n'a aucun intérêt. Eh bien, tout simplement, on ne va pas sélectionner cette source de données-là pour en faire remonter des indicateurs, pour en faire découler des actions. C'est aussi simple que ça. À l'inverse, si évidemment vous avez besoin de sourcer de l'information de satisfaction avec de la donnée financière prédictive, eh bien il va falloir sélectionner ces deux sources de données pour les faire remonter directement. Donc ça, c'était notre deuxième S. Le troisième S, c'est la sélection des données. On va donc sélectionner les données utiles selon des méthodes pouvant être très différentes selon les contextes. Par exemple, on pourrait ne prendre que les données des 2 dernières années. Donc les 2 dernières années, c'est peut-être très utile en finance, en satisfaction par exemple. Ça l'est peut-être beaucoup moins sur l'écoute d'un réseau social où finalement tout ce qui s'est dit la veille, ça s'annule par les informations du jour. Et donc on est sur une temporalité beaucoup plus courte, par exemple sur les réseaux sociaux. Donc il va falloir bien prendre en compte cette sélection-là, puisque je le répète encore une fois, toutes les données ne sont pas utiles. Notre quatrième S, ça va être de signifier ces données. Ici, ça va être le boulot justement des data scientists, des nouvelles professions qui se créent autour du big data. Le but, c'est qu'on a des données assez souvent brutes et on va, grâce à des outils, on va devoir par exemple dédoubler de l'information. C'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. On va pouvoir faire ce qu'on appelle du text mining, on va faire du data mining. Le tout et le but, c'est de créer des indicateurs plus faciles à manipuler pour ensuite les repousser au sein de notre entreprise pour en donner des informations nombreuses. Il y a beaucoup d'outils, Delphine, il faudrait faire un sujet complet là-dessus, mais il y a énormément d'outils de ce type-là. Si vous souhaitez, je pourrais vous en donner quelques-uns, mais ça serait vraiment un sujet à part entière. Un seul non, c'est impossible, parce que ça dépend là encore d'un contexte, selon si vous avez des données structurées, non structurées, selon ce que vous voulez faire. Il y a des outils spécialisés selon chaque critère en fait, donc ça serait un peu hasardeux de donner cette information-là. Voilà, Laura Adobe en est un, en effet, qui est bon, sans doute l'un des plus connus sur le secteur, mais on peut vraiment faire un webinaire dédié sur cet outil-là, par exemple, ou sur tous les autres. Ce serait vraiment de prendre beaucoup de temps là-dessus, évidemment, mais c'est nécessaire quand on veut bien faire ces projets-là. Dernier point, on va devoir symboliser les données. Pour terminer cette grande phase-là, on va devoir symboliser les indicateurs grâce à ce qu'on appelle de la data visualisation. Car un dessin, des couleurs permettent souvent une bien meilleure compréhension. Et ça aussi, il faut toujours le prendre en compte quand on vient mettre à la disposition du tout venant des informations. Il faut prendre en compte, pas forcément une simplification, mais de permettre une meilleure compréhension de ces données grâce à de la data visualisation. Ça peut être très important. Alors, on va maintenant passer à une phase sur quelle utilité. Donc pour cela, j'ai repris un article en anglais de Bernard Marr. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien, donc vous pourrez le cliquer pour le visualiser en anglais. Moi, je vous en propose un résumé, tout simplement. Première utilité, c'est comprendre et cibler les besoins des consommateurs. C'est vraiment le credo de tout marketeur des années qui viennent et qui sont déjà un petit peu passées. C'est le plus grand enjeu du smart data. Il s'agit ici de prendre en compte les données multiples mises à la disposition de votre marque pour conduire des modèles prédictifs. C'est vraiment ça qui est très important. Cela peut faire peur, et j'ai vu qu'il y a des personnes justement juridiques qui étaient présentes dans ce webinaire-là, et je pense que c'est très très important qu'en effet le juridique se mette sur ce genre de sujet-là. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui se fait déjà aux États-Unis, ça peut faire peur en effet. Par exemple, il y a des marques américaines qui savent déjà prédire quand des couples vont avoir un enfant, via ce que les personnes peuvent publier sur leur Facebook, leur Twitter, etc. Elles vont pouvoir prédire qu'il va y avoir un enfant qui va arriver dans tel foyer à tel moment. Et du coup, avec tout ce qu'on laisse comme trace sur le web et sur les réseaux sociaux, ça peut permettre de faire remonter cette information. En plus de ça, il y a certaines études qui ont déjà montré et prouvé qu'il y avait une corrélation, et ça va peut-être vous faire sourire, entre les ventes de bière par exemple et l'achat de couches pour les enfants. Donc par exemple, quand on arrive à prédire qu'il va y avoir un enfant dans un foyer, on peut finalement in fine
arriver à prédire un niveau de vente de volume de bière dans telle zone. Donc ça va très très loin évidemment là-dessus, et ça peut en effet faire un peu peur. On a la même chose pour les compagnies d'assurance. Aujourd'hui, en se mettant en relation avec les constructeurs automobiles, ça va sûrement sans doute se faire sous peu, voire c'est déjà peut-être en train d'être fait, les compagnies d'assurance vont connaître les comportements des automobilistes directement via toutes les sondes dont sont bardées actuellement nos voitures. Vous allez pouvoir avoir ce genre d'informations. Donc évidemment, on peut se poser la question d'éthique et on y reviendra dans une partie par la suite. Alors, Marie-Rebecca me pose une question, toujours en termes d'outils, mais seulement pour la data visualisation. Y en a-t-il qui soient assez intuitifs pour qu'on puisse, par exemple, utiliser pour faire parler de données d'un logiciel d'emailing, d'automation, comme Sendinblue? Alors, nous, on propose chez Vocasa un outil pour tout ce qui est satisfaction, donc pour tout ce qui est lié à des projets d'écoute client, d'enquête, etc. Je vous montrerai ce que ça peut donner. Après, il y a beaucoup d'outils de data visualisation qui encore dépendent de la source des données. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il y a un outil qui va répondre à tous les besoins. Hein. Sur Big Data et Smart Data, ça va être une multitude d'outils qui vont pouvoir répondre à vos attentes. Deuxième utilité, c'est comprendre et optimiser son métier. Ici, les données vont être utilisées pour optimiser un stock, par exemple en prenant en compte les données météo ou bien les tendances sur les réseaux sociaux. Par exemple, en prenant en compte les hashtags les plus populaires, on peut utiliser ce genre d'informations. Il y a eu par exemple des pics de pollution récemment en région parisienne. Eh bien, les vendeurs de masques anti-pollution ont sans doute pu utiliser ça pour prévoir ce genre de choses-là et pour prévoir leur niveau de vente vraiment au plus près d'un événement aussi. Donc ça, c'est évidemment déjà des choses qui sont en place dans certains métiers, comme dans les transports, comme dans la logistique, pour gérer tout ce qui est les chaînes d'approvisionnement. C'est évidemment déjà en place dans de nombreux secteurs de ce type-là. Cela arrive aussi progressivement dans le monde des RH pour, par exemple, optimiser l'acquisition des talents. Donc c'est encore des choses où on en est au balbutiement, mais on a ce genre de choses-là. Ensuite, on va optimiser ses performances personnelles. Je ne sais pas si certains en ont, moi je suis déjà équipé. Sur les montres ou sur les bracelets connectés, évidemment, ça collecte des informations en temps réel sans arrêt. Votre nombre de pas, ce que vous faites, votre pouls, votre rythme cardiaque, vos heures de sommeil, etc. Tout ça peut déjà être pris en compte. Donc en tant qu'individu, c'est bien, mais la grande valeur ajoutée derrière, c'est de pouvoir se comparer avec toute une communauté. Il est bien évident que si vous vous comparez avec les 10 personnes d'à côté, ça fait un échantillon un peu faible, alors que quand vous comparez des performances sportives notamment par rapport à 1 million de personnes, ou à 10 millions de personnes, ou à 30 millions de personnes, c'est évidemment beaucoup plus intéressant. Il y a tout un système également de challenge qui peut se mettre en place. Il y a beaucoup d'applications qui font ça. Par exemple, telle personne a couru à telle vitesse, à tel endroit pour monter telle montagne, ça vous donne envie de la monter plus vite que lui. Donc ça permet évidemment d'optimiser ses performances personnelles. Et ça, évidemment, c'est que la collecte d'informations, c'est-à-dire le bracelet en lui-même, c'est du big data. Le fait de comparer la collecte avec d'autres, ça passe à du smart data pour rendre la donnée utile et intelligente à l'utilisateur final. On va ensuite avoir l'amélioration dans les services de soins et dans la santé publique. Là, on parle de la puissance de calcul sur des millions de personnes. Avant, les tests, que ce soit des tests, par exemple, épidémiologiques, des tests dans le secteur de la santé, sur des vaccins, sur des produits, sur des crèmes ou tout ce que vous voulez, ces tests-là, il ne faut pas se le cacher, ils sont faits aujourd'hui sur quelques dizaines de personnes, à tout casser. Donc ça donne un échantillon assez peu représentatif. Si demain on arrive à modéliser tout ça, et c'est déjà le cas dans certains secteurs, et de l'appliquer sur des millions de personnes directement, eh bien on va évidemment améliorer de façon incroyable les performances de tous ces produits-là. Cela pourrait aussi prévenir évidemment de façon beaucoup plus efficace les épidémies de grippe, par exemple, ou bien encore mieux protéger les nourrissons grâce à un système de rythme cardiaque. Mais le plus fort, c'est ce qui va sans doute se passer dans le décodage des chaînes ADN pour trouver notamment des nouveaux remèdes ou pour prédire des schémas de maladies. Et là, on est vraiment sur des données encore peut-être lointaines pour certains, mais qui dans certaines industries ou dans certains secteurs sont déjà en place. Le cinquième point, ça va être d'améliorer les performances sportives. Donc on l'a vu d'un point de vue du particulier, c'est déjà en place dans les grandes équipes. Donc par exemple, sur les grandes équipes de foot, les grandes équipes de baseball ou de football américain aux États-Unis, on va analyser les schémas et les déplacements de chaque joueur et de chaque équipe par vidéo, avec par-dessus la vidéo
tous les niveaux de capteurs qui vont permettre véritablement d'analyser les performances collectives et individuelles de chaque équipe et de chaque sportif. Donc ça va très très loin et on arrive aujourd'hui à faire des modèles assez incroyables dans le sport qui permettent évidemment une surveillance à la fois accrue du sportif, puisqu'on va pouvoir surveiller son rythme cardiaque, sa tension, ses heures de sommeil, sa nutrition et tout ce que l'on veut, mais aussi d'un point de vue collectif pour les schémas de jeu. Donc là, ça va très très loin. On a également tout ce qui se passe aussi autour par exemple, on a déjà des sondes sur les ballons de basket ou sur les balles de baseball ou les balles de tennis pour calculer la vitesse, les prises au vent et tout ce que l'on peut imaginer derrière. On a, et ça c'est plutôt pour vous faire sourire également, mais il y a déjà aussi le bien-être émotionnel du sportif qui est pris en compte. C'est-à-dire que via ce qui se dit sur les réseaux sociaux, comme les sportifs sont des gens plutôt jeunes, on va dire, suivre ce qui se dit sur eux sur les réseaux sociaux, on va pouvoir suivre leur psychologie et leur niveau, leur profil émotionnel. C'est-à-dire qu'en gros, si on parle en mal d'eux sur les réseaux sociaux, l'équipe, ou même l'équipementier aujourd'hui, pourrait en être informé et on est informé pour pouvoir avoir une réaction psychologique sur le sportif en question. Donc ça va très très loin et là encore se posent évidemment des questions d'éthique. On va arriver sur améliorer la science et la recherche. Donc là, je vais juste vous prendre un exemple. C'est par exemple ce que fait le CERN, le centre de recherche avec l'accélérateur de particules. Aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir chercher et de déchiffrer les grands mystères de l'univers. Donc là, ça va partir sur des choses très très loin. Je vais nous remettre un petit peu plus sur du concret via l'optimisation des robots et des objets connectés. Grâce au big data et au smart data, les robots et les objets connectés deviennent de plus en plus auto-apprenants. C'est-à-dire qu'on leur montre des choses, on leur fait faire des choses, et ils vont reproduire directement des modèles. On va avoir, et également, là ça pose beaucoup de questions d'éthique, l'amélioration de la sécurité des services de force de l'ordre. On l'a déjà vu à l'œuvre avec la NSA, par exemple, qui a utilisé des données utilisateurs pour conduire des enquêtes et espionner les individus pour déjouer des complots terroristes, mais aussi pour pas forcément être sûr que du complot terroriste. De même, les forces de l'ordre aux États-Unis utilisent déjà des modèles permettant de prédire l'activité criminelle par quartier, c'est-à-dire ce qui va se passer dans les prochaines heures ou dans les prochains jours par quartier pour affecter les bonnes tournées aux bons endroits, etc. Donc ça peut aller très loin. Et cela fait poser beaucoup de questions évidemment sur le respect de la vie privée et sur les dérives que cela peut entraîner. On va ensuite améliorer, optimiser les villes pour vous donner également des choses très concrètes. Le trafic, notamment les feux rouges, feux verts et leur déclenchement et leur minutage, géré en fonction de caméras qui surveillent le nombre de personnes qui attendent, c'est plus du tout pareil que de dire tel feu il va rester rouge, il va rester allumé pendant 30 secondes, l'autre pendant 30 secondes aussi, etc. Un carrefour. Si on voit qu'il y a plus de monde d'un côté ou de l'autre, on va activer et désenclencher des minutages différents. Donc ça permettra de fluidifier les villes. On a également cela évidemment aussi pour les compteurs électriques intelligents. Les compteurs électriques intelligents vont se mettre directement en place par rapport à une météo. Par exemple, moi actuellement je ne suis pas chez moi. Si j'avais un compteur intelligent et qu'il faisait froid chez moi, mon chauffage pourrait se déclencher en amont directement sans que j'ai aucune intervention. Donc tout cela, le but évidemment, c'est de diminuer ces factures énergétiques, bien entendu. Et puis on l'a déjà mis en place dans le trading financier, c'est sans doute l'un des secteurs qui l'a fait au tout début, c'est pour tout ce qui est les négociations à haute fréquence, où là évidemment c'est tout ce qui est trading via des algorithmes, où on va pouvoir investir en fonction de tendances. Et aujourd'hui on a ajouté la couche où ce qui se dit sur les réseaux sociaux est totalement pris en compte par les algorithmes pour justement faire de l'investissement et du trading. Là encore, beaucoup de dérives potentielles. Quels impacts concrets en marketing? Donc n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a besoin. Le premier impact, c'est tout ce qui est la connaissance client, évidemment. Hein, c'est le point le plus crucial pour tous les marketeurs pour ces prochaines années, bien entendu. Le but ici, c'est d'améliorer notre connaissance jusqu'à matérialiser ce que l'on appelle le parcours client. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette notion-là, on l'aborde dans d'autres webinaires, notamment un webinaire qui sera joué demain, si je ne dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner sur notre chaîne si c'est des notions qui vous intéressent sur le parcours client. Ensuite, on aura l'écoute active des réseaux sociaux. Là, le but évidemment, c'est de remonter des informations textuelles issues de Twitter ou de Facebook par exemple, qui vont permettre de corriger des signaux négatifs sur votre entreprise. La valeur ajoutée, elle peut être énorme, mais là encore, il faut bien se concentrer sur l'essentiel, sinon c'est quelque chose qui peut vous faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. On va avoir également tout ce qui est la mise en place de recommandations personnalisées.
Alors là, je parle ici de recommandations sur, par exemple, le système d'Amazon. Vous achetez un produit, un DVD sur un univers fantastique, et on va vous proposer un livre sur un univers fantastique du même type. Donc c'est vraiment la recommandation, pas au sens du Net Promoter Score comme on le fait nous dans les enquêtes de satisfaction, mais au sens de ce que l'on va vous proposer en fonction de vos habitudes et en fonction de ce que les autres personnes auront acheté. Amazon le fait déjà depuis peut-être pas loin de 10 ans, je pense, et on se demande pourquoi finalement tous les sites de e-commerce ne l'ont pas déjà mis en place, mais ce n'est pas forcément mis en place partout. Dernier point, évidemment, c'est l'écoute à chaud qui va permettre d'avoir ici un retour fiable et statistique sur les différentes écoutes d'un parcours client, ce qui est essentiel aujourd'hui. Et là, pourquoi on aura des big data et des smart data? C'est qu'avant, sur de l'écoute à froid, une fois l'année par exemple, on avait plutôt des centaines, des milliers, éventuellement des dizaines de milliers de réponses. Aujourd'hui, on passe sur la centaine de milliers, voire du million de réponses quand on est sur ce genre de système-là d'écoute à chaud, notamment quand on a beaucoup de clients, bien entendu. Les impacts en écoute client, ils sont multiples. On va tout d'abord changer dans la fréquence des enquêtes liées au parcours client. Comme je vous l'ai dit, avant plutôt enquête annuelle, maintenant on fait plutôt des enquêtes liées à un parcours, donc à différentes étapes. On aura également un volume en jeu beaucoup plus important. Comme je vous disais, on passe de dizaines de milliers à des centaines de milliers, voire des millions. On aura surtout de l'analyse des tendances et des évolutions. Donc c'est quelque chose qui se fait et qui se met en place de plus en plus, et notamment grâce à de la data visualisation. Et on aura ce qu'on appelle du coup in fine les indicateurs tendanciels. Pour vous donner un exemple, comme Marie-Rebecca nous le demandait tout à l'heure, voilà ce que nous, ça peut donner, par exemple, chez Vocasa, où on va avoir ce type d'indicateur avec la satisfaction générale, ou la recommandation globale, ou la satisfaction sur la livraison, représenté par des codes couleurs qui vont varier. Si ça s'est amélioré, ça sera représenté en vert, si ça s'est dégradé, ça sera représenté en rouge, avec les niveaux de croissance, avec les jeux de données sur lesquels cela se base, avec éventuellement de l'iconographie, avec des flèches, de la météo, etc. Le tout pour permettre d'avoir, via cette data visualisation, véritablement des informations concrètes et directes et exploitables, et directement exploitables en une action concrète à réaliser. Pour parler un petit peu d'éthique et de sens à donner à tout ça. L'éthique, c'est très important sur ce sujet parce qu'évidemment, pour avoir une bonne gestion, il faut se conformer aux règles qu'indique la CNIL en France, mais plus généralement aux règles européennes sur le sujet. Notamment, par exemple, le fait de pouvoir se désabonner ou de pouvoir restituer ses données. Je ne sais pas si certains avaient vu le reportage où une personne avait demandé à Facebook que Facebook lui restitue ses données. Ça a été un long pèlerinage pour lui parce que ce n'était pas du tout évident puisque chaque entreprise a évidemment des lois différentes. Il faut faire très attention aux droits du client et il faut faire du coup aussi attention au lieu d'hébergement des données, mais aussi au lieu où se situe le siège social de l'entreprise à qui vous confiez vos données finalement. Puisqu'ici, chaque localisation, que ce soit des données ou du siège social de l'entreprise, correspondra à des conditions juridiques différentes. Si par exemple aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui sont installées dans la Silicon Valley, dans ce secteur-là, ce n'est pas anodin. C'est parce que tout simplement les lois californiennes sont très permissives sur ce genre de sujet-là comparé aux lois européennes et françaises par exemple. Donc là, je vous invite tous, à ceux qui ont hébergé des données externes, à faire très attention où sont-elles physiquement et où est le siège physique de l'entreprise qui gère cela pour vous. Parce qu'évidemment, ça peut donner lieu à des belles surprises, voire à des procès. Et donc de bien vérifier ces conditions juridiques, évidemment. Là encore, ça pourrait donner lieu à un webinaire complet sur ce sujet-là. Là, je préfère m'arrêter juste à quelques notions pour respecter un petit peu le temps alloué. Quel sens donner à tout ça? Il faut donner un sens concret et opérationnel. Aujourd'hui, il y a une statistique, donc une étude de l'IDC, c'est l'International Data Corporation, qui estime qu'un salarié passe 2h30 par jour à trouver de l'information dont il a besoin. C'est-à-dire que 30% de son travail est consacré à rechercher de l'information. Si finalement on gérait bien le big data et donc le smart data, ce salarié-là n'aurait pas besoin de chercher l'information. Elle lui serait fournie via des portails de KPI, d'indicateurs, via des emails qui lui seraient directement envoyés une fois par jour, une fois par semaine, pour lui donner les informations dont il a besoin au quotidien. Et c'est vraiment ça que l'on peut mettre en place. Alors nous, on le fait côté satisfaction, par exemple, mais évidemment, tous les autres outils dans les différents domaines de la data visualisation, c'est leur plus-value.
C'est évidemment un gain de temps et donc d'argent pour l'organisation. Le but, in fine, c'est de mettre à disposition de la bonne information à la bonne personne au bon moment, le tout pour avoir une prise de décision éclairée. Je vais vous montrer quelques exemples de cette bonne information à la bonne personne au bon moment. Par exemple, je suis une direction, je veux suivre la satisfaction globale. Donc du coup, je vais avoir ce type d'indicateur-là que, comme vous pouvez les voir ici à l'écran. Je vais avoir mon indicateur global et un indicateur mensuel, par exemple la satisfaction générale sur mes produits ou mon entreprise, et puis la satisfaction sur le site web. Je suis une direction de l'expérience client, par exemple. Je vais plutôt avoir ma satisfaction par centre d'appel. Et on va me représenter ceci comme cela, par exemple avec un graphique et un tableau, me reprenant ma satisfaction avec ma moyenne en France, et puis ma satisfaction sur mon centre d'appel de Lille, de Marseille et de Paris. Et donc, du coup, je vais visualiser ce qui augmente, ce qui diminue, mais surtout les écarts entre mes différents centres d'appel, par exemple. Je vais également avoir, par exemple, si je suis une personne, in fine, soit un commercial, soit un responsable de compte dans une entreprise B2B, soit un conseiller clientèle dans une entreprise B2C, je vais avoir, moi, in fine, mes indicateurs mensuels, puisque moi, en tant que personne, quelque part au bout de la chaîne, je ne vais pas forcément avoir besoin de toutes les informations. Et donc ici, on va me produire, ici, non pas la satisfaction générale de l'entreprise, mais ma satisfaction client et de savoir si j'ai progressé par rapport au dernier mois ou à la dernière semaine. On va me donner mon information si le client estimait devoir faire beaucoup d'efforts, donc c'est ce qu'on appelle le CES en satisfaction, beaucoup d'efforts pour avoir une réponse de ma part, et mon taux de résolution au client par appel, par exemple, ou ce genre de choses. Alors Sandrine nous pose la question, n'y a-t-il pas de risque de dérive quant au choix de l'envoi de l'information? Il y a toujours des risques de dérive, et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien se conformer aux lois. Et on va le revoir également, mais il y a une tendance de fond un petit peu qui est de faire réhéberger un petit peu les données sur le continent européen pour simplifier par rapport à tout ce qu'il a pu se passer d'assez permissif aux États-Unis notamment. Donc là, c'est des critères très importants. Par exemple, dans le secteur bancaire, c'est déjà une obligation que d'héberger ces données clients en Europe au moins. Dans d'autres secteurs, ça va sûrement changer et se modifier au fur et à mesure du temps. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais vous indiquer aujourd'hui sur comment passer du big data au smart data. Il y a eu quelques questions pendant le webinaire, donc je vous invite à commencer à écrire vos questions si vous en avez d'autres. J'espère que ça aura permis de dégrossir ce sujet-là. Le but vraiment de ce webinaire, c'était de donner des premières visions et des premières bases pour comment passer du big data au smart data. Nous, on a vraiment ce sujet-là sur notre table, sur le sujet de la satisfaction et de l'écoute client. Les autres sujets ne concernent pas Vocasa directement. Néanmoins, on a été obligé de comprendre tout ce qu'il y avait comme enjeu derrière. Et c'était évidemment très intéressant de pouvoir faire cet exercice. Donc surtout, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. N'hésitez pas également, via les notes que vous pouvez mettre en dessus ou en dessous, à m'indiquer si vous jugez qu'il y a des manques ou autres à ce webinaire. Ça me permettra de l'améliorer au fur et à mesure, vu que c'était la première fois qu'il était joué aujourd'hui. Donc surtout, n'hésitez pas. Nous, on aime bien avoir ce genre de retour et on travaille pour améliorer les choses, du coup, comme c'est un petit peu notre métier. Voilà, si vous avez des questions, commencez à les écrire. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à les écrire, c'est très bien. Demain, nous aurons un webinaire sur la mesure de votre parcours client. Donc, comme je vous l'ai indiqué dans le webi, le parcours client, la connaissance client, c'est un des points clés du big data, du smart data finalement. Donc, pour ceux qui sont intéressés et pour ceux qui sont intéressés notamment par les premiers indicateurs tendanciels, les premières choses comme ça que je vous ai montré aujourd'hui, je pense que le webinaire de demain à 15 h sera très utile. On aura également la semaine prochaine des webinaires sur pourquoi passer de l'écoute ponctuelle à l'écoute en continu, comment transformer des clients satisfaits et insatisfaits en chiffre d'affaires, les conseils pour réussir une enquête et plein d'autres sujets sur les indicateurs notamment. Donc voilà, donc je vais maintenant, donc chaque participant recevra vraiment la présentation, il n'y a pas de souci, et je vais commencer à lire vos questions pour pouvoir y répondre. Alors, Sandrine, j'ai raté le début. Le big data, est-ce adapté au TPE? Je m'interroge pour un compte client dans le tourisme. Tout dépend du nombre de clients, tout dépend du nombre d'interactions et tout dépend du budget.
Malheureusement, une TPE aura rarement aujourd'hui, tel que le big data est fait et le smart data est fait, où il faut des outils et des métiers. Rarement la TPE aura les moyens de se le payer. Donc, quand j'entends TPE, je parle plutôt d'une société de une dizaine de personnes. Hein. Donc il y aura rarement la possibilité de se payer ce genre de luxe, puisqu'aujourd'hui on est encore sur quelque chose que seules les entreprises plutôt d'une certaine taille peuvent se payer. Delphine, merci pour ce webinaire. Serait-il possible d'avoir un autre webinaire de comment passer du big data au smart data concrètement avec des outils accessibles et disponibles? Alors nous, on aura la connaissance et la compétence pour le faire sur les métiers de l'écoute client, mais les autres métiers nous concernent moins. Et il y a d'autres webinaires sur Webikeo qui concernent ce sujet. Il y en avait un qui était très bien hier, justement, on parlait un petit peu d'Adobe, etc., qui peuvent être très utiles pour vous, Sandrine. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a sur Webikeo. Il y a plein d'autres personnes qui ont fait des sujets très intéressants sur le sujet. Le big data sert-il la mesure de la satisfaction client? Alors, c'est pas tout à fait comme ça que je le visualiserai. C'est que la masse de données fait qu'aujourd'hui, les données sont évidemment, plus on a de masse, plus les données vont être fiables. Concrètement, pour le dire autrement, si vous vous basez sur un échantillon de 10 personnes, vos données sont assez peu fiables. Si vous vous basez sur, c'est qu'un échantillon, c'est l'exhaustif, mais sur 1 million de personnes, vos données vont être évidemment beaucoup plus fiables. Donc évidemment, le volume impacte que la mesure, le métrique, on a de plus en plus de confiance en lui également. À partir de quel poids de données vous dites qu'on a affaire à du big data? Alors là encore, c'est une question, c'est pas que le poids, puisqu'on l'a vu, il y a 5 V à vérifier, mais c'est généralement à partir des terras que l'on commence à parler de big data, mais ça peut être aussi à partir du moment où vous êtes sur de la donnée temps réel et qui se génère automatiquement sans intervention de personne. Donc même si vous en êtes sur un petit nombre de volumes, c'est de la donnée quand même qui se génère toute seule. Et du coup, on peut parler quelque part de big data dans les deux sens, Laura. Edouard, le smart data permet-il d'apporter une réponse personnalisée au client? Ce n'est pas le smart data tout seul qui va permettre ça, c'est tous les processus de l'entreprise et tous les modèles que l'on va avoir derrière qui vont permettre en effet d'apporter une réponse personnalisée au client. Mais je pense que ce qui permettra de donner une réponse personnalisée au client, c'est que le smart data va nous donner un petit peu tout ce qui est le parcours client, et que ce parcours client lui-même, lui, va nous permettre d'actionner des leviers marketing qui vont permettre de donner une réponse personnalisée. Donc c'est un petit peu dans cette chaîne de valeur-là que je le visualise aujourd'hui, Edouard. Alors je pense avoir répondu à toutes les questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, hein, je reste disponible. J'espère que ça répond bien à votre question, Edouard, également. Donc, comme je disais, hein, vous recevrez tous le document de la présentation. Et s'il n'y a pas d'autres questions, bah, peut-être que l'on va conclure maintenant. Je vois qu'il y a des gens qui se déconnectent déjà un petit peu. Merci à vous, Sandrine. Merci à vous, Edouard, également. Voilà, bah, écoutez, je me tiens à votre disposition pour la suite, hein, pour tous ceux normalement également qui sont intéressés à tous les sujets de smart data liés à de l'écoute client ou à du parcours client. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Là, on est sur nos domaines de connaissances et de compétences. N'hésitez pas également à me faire part de vos remontées ou de vos insatisfactions ou satisfactions d'ailleurs via les petites notes. C'est toujours intéressant, notamment quand on joue les webinaires pour la première fois, pour les améliorer pour les prochaines personnes qui les suivront. Et ça sera grâce à vous qu'on pourra le faire. Donc voilà, donc bah, écoutez, bah, je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne après-midi qui j'espère est ensoleillée chez vous aussi. Et puis je vous dis à très bientôt, peut-être à demain avec un de mes collaborateurs qui va animer le webinaire sur le parcours client. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.